Clara savait que quelque chose allait mal tourner avant même de couper le moteur. Elle le sentait dans cette tension familière qui lui nouait le ventre chaque dimanche, cette boule sourde qu'elle avait appris à ignorer depuis l'enfance. Mais aujourd'hui, Malo était avec elle, et quand il s'agissait de son fils, Clara n'ignorait plus rien. « Maman, j'ai mon dessin pour mamie », dit Malo en brandissant une feuille pliée en 4. « Elle va adorer mon cœur. » Clara mentait. Jocelyne n'allait probablement pas le regarder ou le poser sur le coin du buffet avec un sourire poli avant de l'oublier. Mais Malo avait 6 ans. Il croyait encore que les grands-parents étaient des gens qui vous aimaient simplement parce que vous existiez. Et Clara n'avait pas le courage de lui enlever ça. Pas encore. Ils sonnèrent à 14 heures précises. Raymond ouvrit la porte avec son expression habituelle, ce mélange d'indifférence et de fatigue qui semblait gravé dans ses traits depuis 30 ans. Il regarda Malo comme on regarde le fils d'une voisine qu'on croise dans l'escalier. « Ah, vous êtes là. Véronique est déjà arrivée. » Évidemment. Véronique arrivait toujours la première. C'était sa manière de marquer le territoire, de s'installer dans le rôle de la fille parfaite avant que Clara n'ait franchi le seuil. Quand elles entrèrent dans le salon, Véronique était assise à la place d'honneur, ses 2 enfants sagement installés de chaque côté, et Jocelyne tournait autour d'elle, comme une abeille autour de sa reine. « Clara, tu aurais pu mettre autre chose qu'un jean, » dit Jocelyne sans la regarder. « Bonjour à toi aussi, maman. » Malo tendit son dessin. Jocelyne le prit du bout des doigts, y jeta un coup d'œil distrait et le posa sur le buffet, exactement comme Clara l'avait prévu. Malo ne remarqua rien. Il cherchait déjà une place à table, et Clara l'installa sur la chaise à côté d'elle, en lui calant un coussin dans le dos. Le repas commença dans cette atmosphère que Clara connaissait par cœur, un mélange de banalité et de pique à peine déguisée. Véronique parlait de la nouvelle véranda que Didier faisait construire. Jocelyne s'extasiait, Raymond servait le vin sans rien dire. Clara mangeait en silence. Elle avait appris depuis longtemps que dans cette famille, moins elle parlait, moins on la visait. Puis Malo renversa son verre d'eau. Ce n'était rien. Un geste maladroit de petit garçon, une flaque sur la nappe que Clara épongeait déjà avec sa serviette. Mais Véronique posa ses couverts, avec une lenteur délibérée, comme si elle attendait ce moment depuis le début du repas. Franchement, Clara, il pourrait faire un effort. C'est un enfant de 6 ans, Véronique. Les enfants renversent des verres. Les miens ne le font pas. Véronique se leva. Clara vit le mouvement avant de comprendre ce qui se passait. Sa sœur contourna la table, attrapa la chaise de Malo et la tira d'un coup sec. Malo glissa, tomba sur le carrelage, ses yeux écarquillés de surprise et de peur. Véronique le saisit par les 2 bras et le souleva comme un paquet. « Ce n'est pas un endroit pour les enfants adoptés », dit-elle avec ce sourire froid qui n'avait pas changé depuis l'adolescence. Elle le poussa dans le couloir et referma la porte du salon. Malo resta de l'autre côté, seul, sans comprendre. Jocelyne laissa échapper un petit rire nerveux. Raymond baissa les yeux vers son assiette. Les enfants de Véronique ne bougèrent pas. 3 secondes. Clara resta immobile pendant 3 secondes exactement. Elle entendit le souffle court de Malo derrière la porte. Ce souffle de petit garçon qui essaie de ne pas pleurer parce qu'il sent que pleurer aggraverait les choses. Et dans ces 3 secondes, quelque chose se brisa en elle. Pas son cœur, non. Quelque chose de plus ancien, de plus profond. La corde invisible qui la reliait encore à cette famille. Cette loyauté absurde qu'elle traînait depuis 34 ans comme une dette qu'elle n'avait jamais contractée. Clara se leva, ouvrit la porte du couloir et prit Malo dans ses bras. Il tremblait. Elle sentit ses petites mains s'agripper à son cou avec une force désespérée, et elle le serra contre elle en lui murmurant à l'oreille des mots qu'elle seule pouvait l'entendre. Elle revint dans le salon, ramassa son sac et les affaires de Malo sans se presser. Véronique la regardait avec cet air satisfait qu'elle avait chaque fois qu'elle gagnait. Jocelyne fixait la nappe. Raymond n'avait pas levé les yeux. « Tu viens de faire la plus grande erreur de ta vie », dit Clara en regardant sa sœur droit dans les yeux. Elle ne cria pas. Sa voix était basse, calme, presque douce. Et c'est précisément ce calme qui effaça le sourire de Véronique. Clara sortit. Dans la voiture, Malo pleurait sans bruit, les larmes coulant sur ses joues, comme s'il n'osait même pas faire de son. Clara l'attacha dans son siège, s'accroupit devant lui et prit son visage entre ses mains.
Écoute-moi, Malo. Plus jamais personne ne te fera ça. Plus jamais. Tu m'entends? Tu es mon fils. Tu es chez toi partout où je suis. Malo hocha la tête. Il ne comprenait pas tout, mais il comprenait l'essentiel. Sa mère était là, et sa mère ne tremblait pas. Clara démarra, les mains serrées sur le volant, les mâchoires contractées. À mi-chemin, elle prit son téléphone et composa un numéro. « Maître Blanchard, c'est Clara. J'ai besoin de vous voir demain matin à la 1e heure. C'est personnel. Et c'est urgent. » Elle raccrocha. Dans le rétroviseur, Malo s'était endormi, les joues encore humides, le dessin froissé serré contre sa poitrine. Ce dessin que Jocelyne n'avait même pas regardé. Clara ne pleura pas. Pas ce soir. Ce soir, elle avait autre chose à faire que pleurer. Clara déposa Malo devant l'école à 8h30, avec le même sourire qu'elle lui donnait chaque matin, celui qui disait que tout allait bien, que le monde était un endroit sûr et que sa mère avait la situation en main. Malo lui fit un signe de la main avant de disparaître dans la cour, son petit sac à dos bleu rebondissant sur ses épaules, et Clara attendit qu'il soit hors de vue pour laisser tomber le sourire. Elle traversa Rouen en 21 minutes et se gara devant le cabinet de maître Blanchard à 9h moins le quart. La salle d'attente sentait le café froid et le cuir ancien. Clara connaissait cet endroit par habitude professionnelle. Elle y avait croisé Blanchard sur des dossiers de droit familial des dizaines de fois, mais jamais pour elle-même. Aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle n'était pas la responsable juridique qui analysait les cas des autres. Elle était la mère dont on avait brutalisé le fils. Maître Blanchard l'a reçue à 9h précises. Une femme de 55 ans, sèche, directe, le genre d'avocate qui ne perdait pas de temps en formules de politesse quand elle sentait que son client avait besoin d'efficacité. « Racontez-moi », dit-elle en ouvrant un bloc-notes. Clara raconta. La chaise tirée, la chute, les mots de Véronique, les bras de Malo saisis comme on attrape un objet encombrant, la porte refermée, le rire de Jocelyne, le silence de Raymond. Elle parla sans émotion apparente, avec la précision d'une juriste qui expose des faits, mais Blanchard remarqua que ses mains ne cessaient de se serrer l'une contre l'autre sous le bureau. « Article 222-13 du Code pénal, dit Blanchard. Violence volontaire sur mineur de moins de 15 ans. Aggravée par le lien familial. Vous avez des témoins ? Mes parents. Ses enfants à elle. Qui ne témoigneront pas en votre faveur ? Non. D'autres éléments ? Mon fils de 6 ans qui tremblait tellement qu'il n'arrivait plus à parler. Je veux qu'un psychologue l'examine et consigne son état. Et je veux déposer une main courante aujourd'hui. » Blanchard hocha la tête. Pas une plainte immédiate. Une main courante d'abord pour établir une trace officielle, puis construction du dossier, puis frappe. Clara pensait comme une avocate même quand elle saignait comme une mère. Et Blanchard respectait ça. « On va faire les choses proprement, » dit-elle, étape par étape. Clara sortit du cabinet à 10h et s'assit dans sa voiture sans démarrer. Elle resta là 5 minutes, les yeux fermés, à laisser remonter ce qu'elle avait contenu pendant toute la nuit. Pas les larmes, pas encore. Autre chose. Une information qu'elle gardait enfermée dans un coin de sa mémoire depuis 7 mois. Une information qu'elle avait découverte par hasard en travaillant sur le dossier d'un client au cabinet. La société écran de Didier. Elle l'avait trouvée en croisant des documents cadastraux, un nom qui avait attiré son attention parce qu'elle le connaissait. Didier avait monté une structure fantôme pour dissimuler des revenus, des montants importants, suffisamment pour justifier un redressement fiscal lourd. Et le prête-nom sur les documents, celui qui signait les actes sans poser de questions, c'était Raymond, son propre père. Clara n'avait jamais rien fait de cette découverte, par loyauté familiale, par habitude de se taire, par cette vieille croyance qu'en fermant les yeux on protège ceux qu'on aime. Mais cette loyauté-là, Véronique l'avait brisée quand elle avait posé ses mains sur Malo. Et maintenant, Clara regardait les morceaux par terre et ne ressentait plus aucune envie de les ramasser. Le soir, Alexandre passa après ses cours. Il trouva Clara assise à la table de la cuisine, le regard fixé sur une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée. Il ne posa pas de questions inutiles. Il s'assit à côté d'elle, prit ses mains dans les siennes et attendit qu'elle parle. Clara lui raconta tout. Le rendez-vous avec Blanchard, la main courante, la société de Didier, l'implication de Raymond. Alexandre écouta sans l'interrompre,
sans froncer les sourcils, sans chercher à minimiser ni à dramatiser. Quand elle eut fini, il dit simplement « Fais ce que tu dois faire. Malo et moi, on est là. » Clara le regarda. Depuis 1 an qu'ils étaient ensemble, Alexandre n'avait jamais essayé de lui dire de relativiser, de pardonner, de prendre du recul. Il ne lui avait jamais demandé d'être raisonnable quand elle avait toutes les raisons de ne pas l'être. Et ce soir, dans cette cuisine silencieuse, Clara comprit que c'était peut-être la première fois de sa vie qu'un homme lui faisait confiance sans condition. Elle posa sa tête sur son épaule et ferma les yeux. Pas pour dormir, pour réfléchir, parce que demain, la mécanique se mettrait en marche. Et une fois lancée, Clara n'avait aucune intention de l'arrêter. Le téléphone sonna un mardi matin, 2 jours après le dîner. Clara reconnut le numéro de Jocelyne avant même de regarder l'écran, cette suite de chiffres qu'elle connaissait par cœur depuis l'enfance et qui, pour la première fois, ne provoqua en elle aucune envie de décrocher. Elle décrocha quand même, parce qu'elle voulait entendre ce que sa mère avait à dire. « Clara, c'est maman. Je voulais savoir si tu apportais le dessert dimanche prochain. Je pensais faire un rôti. Les enfants de Véronique adorent ça. Pas un mot sur Malo. Pas une question sur comment il allait, s'il avait dormi, s'il avait pleuré. Jocelyne appelait pour organiser le prochain dimanche comme on tourne la page d'un livre qu'on n'a pas vraiment lu. Il n'y aura plus de dimanche, maman. » Un silence. Puis la voix de Jocelyne changea, prit cette tonalité aiguë qu'elle utilisait quand quelqu'un osait perturber l'ordre des choses. « Tu exagères, Clara. Véronique plaisantait, tu la connais, elle a toujours eu ce caractère un peu direct. Tu ne vas quand même pas faire un drame pour une petite bousculade. Une petite bousculade, c'est comme ça que tu appelles ce qui s'est passé. Écoute, je n'ai pas envie de me disputer. Dimanche, on fait comme d'habitude, et on n'en parle plus. » Clara ferma les yeux 1 seconde. Comme d'habitude. Toute sa vie tenait dans ces 3 mots. Véronique frappe, Jocelyne minimise, Raymond se tait, et Clara revient le dimanche suivant en faisant semblant que tout va bien. Le cycle parfait. Sauf que le cycle venait de se briser. « Au revoir, maman. » Elle raccrocha sans attendre la réponse. Le lendemain, Clara prit sa décision. Assise à son bureau au cabinet, la porte fermée, elle rédigea un courrier anonyme à l'administration fiscale. Les faits, les numéros, les dates, le nom de la société de Didier, les documents qu'elle avait identifiés 7 mois plus tôt. Elle envoya le tout par voie postale, sans en-tête, sans signature, depuis un bureau de poste à l'autre bout de Rouen. Clara savait que les contrôles fiscaux prenaient du temps, des semaines, parfois des mois, avant qu'un inspecteur n'ouvre le dossier et commence à tirer les fils. Mais elle savait aussi que quand le fisc commençait à creuser, il ne s'arrêtait pas. Le soir, elle alla chercher Malo à l'école. Il courut vers elle comme chaque jour, son sac battant contre ses jambes. Mais Clara remarqua quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu avant le dîner. Une hésitation. Une manière de la regarder avant de sourire, comme s'il vérifiait d'abord que le monde autour de lui était sûr. Ils allèrent au parc. Malo grimpa sur le toboggan, redescendit, recommença 3 fois, puis vint s'asseoir à côté d'elle sur le banc. « Maman, pourquoi Tata elle m'aime pas ?» Clara sentit quelque chose se déchirer dans sa poitrine. Elle avait préparé des réponses, des phrases raisonnables et rassurantes qu'elle avait tournées dans sa tête depuis 2 jours. Mais face aux yeux de son fils, toutes ces phrases soigneusement construites devenaient insuffisantes. Certaines personnes n'ont pas appris à aimer, mon cœur. Ce n'est pas ta faute. Ça ne sera jamais ta faute. Mais toi, tu m'aimes, plus que tout au monde. Et Alexandre. Alexandre aussi. Et tes copains. Et ta maîtresse. Tu es aimé, Malo. Par plein de gens. Malo réfléchit un instant, avec cette gravité que les enfants de 6 ans portent parfois comme un costume trop grand pour eux. Puis il hocha la tête et retourna jouer. Clara le regarda courir vers les balançoires et elle se souvint d'un autre jour, 20 ans plus tôt. Elle avait 14 ans. Nathalie, 18, avait trouvé son journal intime et l'avait lu à voix haute devant toute la famille un soir de Noël. Ses secrets, ses peurs, ses premiers amours d'adolescente étalés comme un spectacle. Jocelyne avait ri. Raymond avait secoué la tête sans intervenir. Clara avait pleuré dans sa chambre pendant 2 heures, et personne n'était venu.
Ce soir-là, en rentrant du parc, Clara trouva 3 messages de Véronique sur son téléphone. Le premier moqueur, « J'espère que tu ne vas pas bouder longtemps ». Le deuxième agacé, « Maman dit que tu ne viens plus le dimanche, c'est ridicule ». Le troisième menaçant, « Si tu crois que ton petit cinéma va impressionner quelqu'un, tu te trompes ». Clara lut les 3 messages. Elle n'en effaça aucun. Elle les sauvegardia soigneusement dans un dossier, parce que chaque mot de Véronique devenait une pièce de plus dans un dossier que sa sœur ne voyait pas se construire. Puis elle posa le téléphone, s'assit par terre à côté de Malo qui dessinait dans le salon, et l'aida à colorier un soleil jaune au-dessus d'une maison bleue. Dehors, les premières fissures commençaient à s'ouvrir sous les pieds de ceux qui avaient ri. Ils ne le savaient pas encore. 3 semaines passèrent sans que Clara ne décroche un seul appel de sa famille. 3 semaines de silence absolu, méthodique, implacable. Et ce silence faisait plus de dégâts que n'importe quelle dispute. Véronique ne le supportait pas. Elle avait grandi dans une dynamique où Clara finissait toujours par revenir, par s'excuser d'exister, par reprendre sa place en bout de table comme un meuble qu'on déplace et qui ne proteste jamais. L'absence de réaction la déstabilisait plus qu'une guerre ouverte. Ses messages étaient de passer du sarcasme à l'irritation, puis de l'irritation à quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Non pas pour Clara, mais pour elle-même. Parce que quand la victime habituelle cesse de jouer son rôle, c'est tout l'équilibre du bourreau qui vacille. Un samedi matin, Raymond sonna à la porte de Clara sans prévenir. Elle l'aperçut par la fenêtre avant d'ouvrir, son père debout sur le palier avec son manteau gris et son air de circonstance, celui qu'il prenait quand Jocelyne l'envoyait régler un problème qu'elle ne voulait pas affronter elle-même. Clara ouvrit la porte, mais ne s'écarta pas pour le laisser entrer. Raymond comprit le message. « Écoute, Clara », commença-t-il avec cette voix prudente qu'il utilisait pour éviter les conflits depuis 40 ans. « Ta sœur a peut-être été maladroite, je te l'accorde. Mais de là à couper les ponts avec toute la famille, tu ne trouves pas que c'est disproportionné ? Maladroite. Oui, maladroite. C'est le mot. Le mot pourquoi, papa ? Pour avoir jeté mon fils par terre ? Pour l'avoir attrapé par les bras et mis à la porte en disant que les enfants adoptés n'avaient pas leur place à ta table ? C'est le mot que tu choisis ? Raymond détourna le regard. Il avait cette habitude depuis toujours, ce réflexe de fuir les yeux de ses filles quand la conversation devenait trop réelle. Clara le connaissait par cœur. Ce mouvement de tête, cette manière de chercher un point fixe sur le mur pour ne pas affronter ce qui se tenait juste devant lui. « Ta mère est malheureuse », dit-il comme si cela devait tout résoudre. « Maman est malheureuse depuis le jour où elle a décidé de fermer les yeux sur tout ce que Véronique fait. Ce n'est pas mon problème, papa. Ça ne l'a jamais été. » Et Malo ? Il ne demande pas de nouvelles de ses grands-parents ? Clara sentit la colère monter, précise et brûlante, mais elle la contint. Raymond utilisait Malo comme levier, exactement comme Jocelyne l'aurait fait. Et cette manipulation-là, Clara la reconnaissait aussi bien qu'une avocate reconnaît un argument de mauvaise foi. Malo va très bien. Il voit un psychologue qui confirme qu'il souffre d'anxiété liée au rejet qu'il a subi dans cette famille. « Tu veux que je te montre le rapport ?» Raymond blêmit. Un rapport, quelque chose d'écrit, d'officiel, quelque chose qui transformait un dîner de famille en dossier. Il recula d'un pas. « Tu n'es pas obligé d'aller jusque-là, » murmura-t-il. « Tu avais la possibilité de protéger ton petit-fils ce soir-là. Tu as choisi de baisser les yeux. J'en prends acte, papa. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, Malo m'attend. » Elle referma la porte doucement, sans la claquer. Et c'est cette douceur qui terrifia Raymond plus que n'importe quel cri. Il resta sur le palier quelques secondes, puis redescendit les escaliers, avec le pas d'un homme qui commence à comprendre que sa fille cadette ne reviendra pas. Le lundi suivant, Clara reçut un appel discret de sa collègue au cabinet. Le signalement fiscal avait été pris en charge. Un inspecteur était assigné au dossier de la société de Didier. La machine administrative, lente mais inexorable, venait de se mettre en route. Ce soir-là, Alexandre proposa un week-end à Étretat. Juste eux 3. La mer, les falaises, les crêpes au caramel. Malo sauta de joie en apprenant la nouvelle, et Clara le regarda courir dans le salon en criant « La mer, avec cette énergie brute que seuls les enfants de 6 ans possèdent, cette capacité à oublier la douleur en une seconde quand quelqu'un leur offre une raison de rire. Le samedi, sur la plage de Galets, Malo courut devant eux en ramassant des cailloux qu'il trouvait extraordinaires
et qu'il apportait à Alexandre comme des trésors. Alexandre les examinait un par un avec un sérieux absolu, comme si chaque galet méritait une expertise approfondie, et Malo riait de ce rire rond et plein qui vibrait au-dessus du bruit des vagues. Clara les regardait de loin. Alexandre accroupi sur les galets, Malo grimpé sur son dos, le vent qui décoiffait tout le monde. Et dans cette image simple, sans mise en scène, sans effort, Clara vit ce qu'elle cherchait depuis toujours. Pas une famille parfaite, une famille vraie. La lettre arriva un jeudi matin dans la boîte aux lettres de Véronique et Didier. Une enveloppe administrative, sobre, avec le logo de la Direction générale des finances publiques dans le coin supérieur gauche. Didier l'ouvrit en buvant son café, et le café refroidit, sans qu'il en reprenne une gorgée. Contrôle fiscal approfondi. La société écran qu'il avait montée 3 ans plus tôt, celle qui n'existait que sur le papier pour absorber des revenus que le fisc n'avait jamais vus, venait d'attirer l'attention d'un inspecteur. Les montants en jeu dépassaient 180 000 €, sans compter les pénalités et les majorations de retard. Didier relut la lettre 3 fois, comme si les mots allaient changer en la relisant. Puis il appela Véronique. « On a un problème. » Véronique réagit comme elle réagissait à chaque crise, en cherchant quelqu'un d'autre à blâmer. Elle appela Raymond dans la demi-heure. « Papa, il nous contrôle. La société, les comptes, tout. Ton nom est sur les documents. » Raymond raccrocha sans répondre. Il resta assis dans son fauteuil pendant 20 minutes, les mains posées sur les accoudoirs, le regard fixe. Son nom. Sa signature sur des actes qu'il avait signés sans lire parce que Didier lui avait dit que c'était une formalité, que ça n'avait rien de grave, que tout le monde faisait ça. Raymond avait 67 ans, et il venait de comprendre que la confiance qu'il avait accordée à son gendre allait lui coûter bien plus qu'une mauvaise nuit de sommeil. Les jours suivants, la famille se fractura de l'intérieur. Didier accusait Raymond de ne pas avoir correctement géré les signatures. Raymond accusait Didier de l'avoir entraîné dans une combine qu'il n'avait jamais comprise. Véronique accusait tout le monde sauf elle-même. Jocelyne regardait son mari et son gendre se déchirer à table et ne comprenait pas comment le décor de sa vie pouvait se fissurer aussi vite. Pendant ce temps, Clara déposa sa plainte. Elle le fit un mardi à 10h du matin, au commissariat de Rouen, avec la précision d'une femme qui avait préparé chaque mot. La main courante initiale, le rapport du psychologue qui attestait de l'anxiété de Malo, les messages sauvegardés de Véronique, son propre témoignage écrit et daté. Maître Blanchard avait relu le dossier la veille et l'avait jugé solide. Violence volontaire sur mineur de moins de 15 ans, propos discriminatoires liés à l'origine de l'enfant. Le policier qui prit la plainte relut les faits 2 fois et regarda Clara avec un mélange de respect et de gravité. « Vous êtes sûre de vouloir poursuivre ? C'est votre sœur. » « Justement, » dit Clara. 1 semaine plus tard, Véronique reçut une convocation de la police. Elle la trouva dans sa boîte aux lettres, en rentrant des courses, entre une facture d'électricité et un prospectus pour des fenêtres double vitrage. Elle la lut sur le palier, les sacs de courses à ses pieds, et pour la première fois depuis le dîner, le sourire de Véronique disparut complètement. Elle appela Jocelyne en pleurant. « C'est Clara. C'est forcément elle. Elle m'a dénoncée à la police, maman. Pour un geste. Un simple geste. Elle veut me détruire. » Jocelyne appela Clara dans les 10 minutes qui suivirent. Sa voix tremblait de colère, de peur, de ce mélange d'indignation et de panique qui saisit les gens quand leur certitude s'effondre. « Tu es devenue folle. Tu détruis cette famille, Clara. Ta propre famille. » Clara laissa le silence durer 3 secondes avant de répondre. « La famille a été détruite le soir où vous avez ri pendant qu'on maltraitait mon fils. Je n'ai rien détruit, maman. J'ai juste allumé la lumière. » Elle raccrocha. Le soir, Alexandre trouva Clara assise dans le salon, les lumières éteintes, les mains posées sur ses genoux. Il ne dit rien pendant un long moment. Il s'assit à côté d'elle dans le noir et attendit, parce qu'il avait compris depuis longtemps que Clara n'avait pas besoin qu'on remplisse ses silences. « Est-ce que je suis allée trop loin ?» demanda-t-elle sans le regarder. Alexandre réfléchit avant de répondre, et Clara aima qu'il prenne le temps de réfléchir au lieu de la rassurer par automatisme. « Tu n'as pas détruit quoi que ce soit, Clara. Tu as protégé ton enfant. Il y a une différence entre la vengeance et la justice. Toi, tu es du bon côté de cette ligne. » Clara appuya sa tête contre son épaule. Elle ne savait pas encore si Alexandre avait raison. Mais elle savait qu'il était sincère, et ce soir-là,
La sincérité suffisait. Véronique se présenta au commissariat un lundi à 14 heures, accompagnée d'un avocat qu'elle avait trouvé en urgence le week-end précédent. Elle portait son tailleur le plus sobre, celui qu'elle réservait aux occasions où il fallait impressionner, mais l'inspectrice qui l'a reçue ne semblait pas du genre à se laisser impressionner par un tailleur. L'audition dura 2 heures. Véronique commença par minimiser, comme elle minimisait tout depuis toujours. Un geste un peu vif, un malentendu, une sœur susceptible qui montait en épingle un incident sans gravité. Mais l'inspectrice avait le dossier de Clara devant elle, le rapport du psychologue, la main courante, les messages sauvegardés, et chaque tentative de Véronique pour réécrire les faits se heurtait à un document qui disait le contraire. « Ah, madame, dit l'inspectrice en posant ses lunettes, vous avez fait tomber un enfant de 6 ans de sa chaise. Vous l'avez saisi par les bras et mis à la porte en déclarant que les enfants adoptés n'avaient pas leur place à table. Ce sont les faits. Votre version ne change pas les faits. » Véronique se tourna vers son avocat, qui lui fit signe de se taire. En sortant du commissariat, il lui parla franchement dans le couloir. « Les éléments sont solides. Si ça va au tribunal, vous serez condamné. Je vous recommande de reconnaître les faits et de négocier. Un stage de responsabilité parentale, une amende, peut-être un sursis, c'est le mieux que je puisse obtenir. » Véronique le regarda comme s'il venait de la gifler. Reconnaître. Elle qui n'avait jamais reconnu un tort de sa vie. Elle qui avait toujours été celle qui avait raison dans chaque pièce où elle entrait. Son avocat venait de lui dire que cette fois, la pièce était trop petite pour son personnage. Pendant ce temps, le contrôle fiscal de Didier avançait avec la lenteur méthodique de l'administration française. L'inspecteur avait remonté les fils un par un, les factures fictives, les virements croisés entre comptes, les déclarations tronquées. Et au bout de ces fils, il avait trouvé Raymond. Pas un simple prête-nom passif comme Raymond se l'était raconté pendant 3 ans, mais un bénéficiaire réel. Des commissions versées sur un compte séparé. Plus de 40 000 € que Jocelyne n'avait jamais vus. De l'argent que Raymond avait encaissé en silence, pendant que sa femme comptait les économies du ménage. Didier fut le premier à craquer. Convoqué par l'inspecteur, acculé par les chiffres, il fit ce que font les hommes qui n'ont de loyauté qu'envers eux-mêmes. Il parla. Il donna Raymond sans hésiter. Nom, date, montant, comme on jette du lest pour empêcher un bateau de couler. Raymond apprit la trahison de son gendre par un courrier recommandé, qui l'informait de l'ouverture d'une procédure distincte à son encontre. Ce soir-là, Jocelyne découvrit tout. Le compte séparé, les commissions, les 40 000 €. Raymond tenta d'expliquer, de justifier, de minimiser avec les mêmes mots que Véronique utilisait pour minimiser ses propres violences. Et Jocelyne comprit soudain que le silence de son mari n'avait jamais été de la discrétion. C'était du mensonge. La dispute qui suivit fut la plus violente de 40 ans de mariage. Une de ces explosions sourdes qui n'ébranlent pas les murs, mais qui fissurent tout ce qu'il y a à l'intérieur. Une voisine de longue date appela Clara le lendemain. Madame Hervé, 80 ans. Celle qui avait vu grandir Clara et Véronique, et qui gardait un œil bienveillant sur la famille depuis toujours. « Ma petite Clara, je ne sais pas ce qui se passe chez tes parents, mais ta mère pleure du matin au soir. Ton père dort dans le salon, et ta sœur ne vient plus. Je ne te demande pas d'explication. Je voulais juste que tu saches. » Clara la remercia et raccrocha. Elle s'attendait à ressentir de la satisfaction, peut-être même un soulagement. Mais ce qui vint à la place fut une fatigue immense, celle qu'on éprouve quand on a marché trop longtemps dans une direction qu'on n'avait jamais voulu prendre. Elle ferma les yeux et revit un autre jour, 10 ans plus tôt. Le salon de ses parents, Noël, le sapin dans le coin, Clara qui annonce son projet d'adoption, le visage de Raymond qui se ferme, Jocelyne qui secoue la tête, et Véronique, un verre de champagne à la main, qui lâche devant tout le monde. Adopter toute seule, c'est égoïste. Un enfant a besoin d'un vrai père et d'une vraie mère. Clara rouvrit les yeux. Malo dormait dans la pièce à côté, en sécurité, aimé, vivant. Et toute la fatigue du monde ne pesait rien à côté de ça. La lettre arriva un mercredi, glissée dans une enveloppe blanche sans rien d'autre que le prénom de Clara écrit à la main sur le devant. Pas de timbre, pas d'adresse. Jocelyne l'avait déposée elle-même dans la boîte aux lettres, probablement tôt le matin, probablement en espérant ne croiser personne.
Clara reconnut l'écriture de sa mère avant même de retourner l'enveloppe. Cette écriture ronde et appliquée que Jocelyne n'utilisait plus que pour les cartes d'anniversaire et les listes de courses, une écriture d'une autre époque, quand on prenait encore le temps de former chaque lettre, comme si les mots méritaient qu'on s'applique pour eux. Elle l'ouvrit le soir, après avoir couché Malo, assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé qu'elle ne boirait pas. 4 pages. Jocelyne avait écrit 4 pages, et Clara comprit dès les premières lignes que sa mère n'avait jamais autant parlé en 40 ans de vie commune avec Raymond. Jocelyne y racontait des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne. Qu'elle avait eu peur de Véronique depuis que celle-ci avait 5 ans, peur de son caractère tranchant, de sa manière de prendre toute la place dans une pièce et de ne rien laisser aux autres. Qu'elle l'avait favorisé non par amour, mais par lâcheté, parce qu'il était plus facile de satisfaire Véronique que de l'affronter. Qu'elle avait regardé Clara grandir dans l'ombre de sa sœur, en se disant chaque année qu'elle allait intervenir, rééquilibrer les choses, et que chaque année elle avait repoussé ce moment jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle écrivait « Je n'ai pas ri ce soir-là par méchanceté, Clara. J'ai ri par habitude, parce que c'est ce que je fais quand Véronique fait quelque chose de cruel. Je ris pour ne pas voir. Je ris parce que si je m'arrêtais de rire, il faudrait que je regarde en face la mère que j'ai été, et je ne suis pas sûre d'en avoir le courage. » Clara lut la lettre 2 fois. La première fois avec la gorge serrée, la deuxième fois avec les larmes qui coulaient, sans qu'elle cherche à les retenir. Elle pleura longtemps, silencieusement, comme Malo avait pleuré dans la voiture après le dîner. Elle pleura pour la petite fille de 14 ans dont on avait lu le journal intime devant tout le monde. Pour la jeune femme de 25 ans qu'on avait traitée d'égoïste quand elle avait voulu devenir mère. Pour toutes les fois où elle avait espéré que Jocelyne la voie, la défende, la choisisse, et pour toutes les fois où Jocelyne avait détourné le regard. Elle ne répondit pas ce soir-là. Elle plia la lettre, la rangea dans le tiroir de sa table de nuit, et s'endormit avec le goût du sel sur les lèvres. Le lendemain, Alexandre l'appela en fin de matinée. Sa voix avait quelque chose de différent, une tension contenue que Clara ne lui connaissait pas. « Clara, ta sœur m'a contactée. Elle m'a appelée au lycée ce matin. Je ne sais pas comment elle a eu mon numéro. Elle veut que je te convainque de retirer la plainte. Elle dit que c'est un malentendu, et que tu ruines la famille par orgueil. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je ne suis pas un intermédiaire, que son problème est avec toi et pas avec moi, et que si elle rappelle, je ne décrocherai pas. » Clara ferma les yeux. Véronique avait contacté Alexandre. Elle avait cherché une faille, un levier, quelqu'un qu'elle pourrait manipuler pour atteindre Clara par un autre chemin. Cette tentative ne surprenait pas Clara. Elle connaissait sa sœur, mais elle confirmait ce qu'elle savait déjà. Véronique ne cherchait pas à réparer. Elle cherchait à contrôler. La semaine suivante, le redressement fiscal fut officiellement confirmé. 210 000 €. Franck et Véronique devaient hypothéquer leur maison. Raymond faisait l'objet d'une procédure séparée. La véranda que Véronique décrivait avec tant de fierté au dîner ne serait jamais terminée. Le samedi, Clara accompagna Malo à une fête d'école. Elle le regarda courir entre les stands, rire avec ses copains, gagner un poisson rouge à la pêche au canard et le brandir comme un trophée en criant son prénom. Il s'appelait Capitaine, décida Malo, et Capitaine viendrait dormir dans sa chambre. Clara le regarda et chercha dans ses yeux la trace de ce qui s'était passé au dîner. L'hésitation qu'elle avait vue quelques semaines plus tôt avait disparu. Malo riait avec tout son corps, avec cette confiance bruyante des enfants qui savent qu'on les aime. Et Clara comprit que son fils allait bien. Pas parce que le temps avait passé, mais parce qu'elle avait fait ce qu'il fallait pour qu'il aille bien. Clara choisit le café elle-même. Un endroit neutre, loin du quartier de ses parents, une brasserie près de la gare de Rouen où personne ne les connaissait. Elle arriva 10 minutes en avance, commanda un café noir et s'assit face à la porte, parce qu'elle voulait voir Jocelyne entrer. Sa mère poussa la porte à 14 heures précises. Clara faillit ne pas la reconnaître. Jocelyne avait vieilli de 10 ans en quelques semaines. Ses épaules s'étaient voûtées, ses cheveux semblaient plus blancs, et elle portait un manteau que Clara ne lui avait jamais vu, comme si même ses vêtements habituels ne lui allaient plus. Jocelyne s'assit sans embrasser Clara. Elle commanda un thé qu'elle ne toucherait pas, et posa ses mains sur la table. Ses mains qui tremblèrent légèrement, et que Clara regarda sans attendrissement ni froideur, juste avec la lucidité d'une femme qui a cessé de confondre la pitié avec l'amour.
Merci d'avoir accepté de me voir, dit Jocelyne. Je ne cherche pas la réconciliation, maman. Je veux comprendre. Jocelyne hocha la tête. Elle ne protesta pas, ne pleura pas, ne tenta pas de transformer cette rencontre en retrouvailles. Quelque chose avait changé en elle, une résignation peut-être, ou le début d'une honnêteté qu'elle n'avait jamais pratiquée. Elle parla pendant 1 heure. Elle raconta son mariage avec Raymond, un mariage par convention plus que par amour, un homme taiseux qu'elle avait épousé parce qu'à 22 ans, on épousait l'homme qui se présentait. Elle raconta les années qui avaient suivi, une vie où elle n'avait jamais osé élever la voix, ni contre Raymond, ni contre Véronique, ni contre personne. Elle avait traversé 40 ans en se rendant invisible, en riant quand il fallait rire, en se taisant quand il fallait se taire, et en sacrifiant sa fille cadette sur l'autel de sa propre lâcheté. « Je savais que Véronique te faisait du mal, » dit-elle en regardant ses mains. « Je l'ai toujours su. Mais si je la confrontais, elle se retournait contre moi, et je n'avais pas la force de supporter ça. Alors je te sacrifiais toi, parce que toi, tu encaissais sans rien dire. Tu étais forte, Clara, et j'ai puni ta force en te laissant seule. » Clara écouta. Elle ne l'interrompit pas, ne la consola pas, ne lui dit pas que ce n'était pas grave, parce que c'était grave. 34 ans de silence maternel, ça ne se répare pas avec un thé dans une brasserie. « Si tu veux un jour avoir un lien avec Malo, dit Clara quand Jocelyne eut fini, il y a des conditions. Tu commences une thérapie, tu ne minimises plus rien, et tu coupes avec les comportements de Véronique. Pas avec Véronique elle-même si tu ne le veux pas, mais avec sa manière de traiter les gens. Si Malo sent une seule fois qu'il n'est pas le bienvenu, c'est terminé. » Jocelyne acquiesça, les yeux brillants. Elle ne négocia pas, ne demanda pas d'assouplissement, ne chercha pas à marchander. Elle dit simplement oui, et Clara vit dans ce oui quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez sa mère. Du soulagement, comme si quelqu'un venait enfin de lui dire ce qu'elle devait faire, après des décennies à dériver sans direction. Elles se quittèrent devant la brasserie sans s'embrasser. Jocelyne s'éloigna vers l'arrêt de bus, et Clara la regarda partir en se demandant si cette femme qui marchait sous la pluie était la même que celle qui avait ri en regardant Malo être poussé dehors. Peut-être, peut-être pas. Le temps le dirait. Le soir même, le téléphone sonna. Véronique. Clara décrocha parce qu'elle sentait que cette conversation devait avoir lieu. Ce ne fut pas une réconciliation. Ce fut une attaque. Véronique parla vite, sa voix chargée de cette agressivité qui montait toujours quand elle perdait le contrôle. « Tu crois que tu as gagné ? J'ai des contacts au tribunal, Clara. Je peux contester l'adoption de Malo. Un enfant adopté par une femme seule, tu crois que c'est solide ? Je vais te montrer ce que c'est que de perdre quelque chose. » Clara laissa Véronique finir. Elle ne l'interrompit pas, ne haussa pas le ton, n'accéléra pas sa respiration. Quand le silence revint, elle parla avec le calme d'une femme qui connaît le droit mieux que sa sœur ne connaîtra jamais quoi que ce soit. « Véronique, ta maison est hypothéquée, ton mari t'a dénoncé au fisc, tu as une procédure pénale en cours pour violence sur mineur. Et tu veux menacer mon fils. Contester une adoption plénière est juridiquement impossible, et tu le sais aussi bien que moi. C'est fini. Ne rappelle jamais ce numéro. » Elle raccrocha. Ses mains ne tremblèrent pas. Alexandre rentra 1 heure plus tard. Malo dormait déjà, Capitaine le Poisson Rouge tournait dans son bocal sur la commode, et Clara avait mis la table pour 2. Ils dînèrent en parlant de choses ordinaires, les cours d'Alexandre, un film qu'il voulait voir, les progrès de Malo en lecture. Puis Alexandre posa sa fourchette et la regarda. « J'aimerais qu'on vive ensemble, Clara. Tous les 3. Si tu es prête. » Clara sourit. Pas un sourire poli, pas un sourire de façade. Un sourire profond, lent, celui qui vient du ventre quand quelque chose de vrai vous traverse. Le premier vrai sourire depuis le dîner chez ses parents. « Je suis prête, » dit-elle. 6 mois plus tard, Clara se réveilla avec l'odeur du café et le bruit d'un désastre dans la cuisine. Elle enfila un pull et traversa le couloir pieds nus. Malo était debout sur un tabouret devant le plan de travail, le visage concentré, les sourcils froncés dans une expression de sérieux absolu. À côté de lui, Alexandre essuyait discrètement le café qui avait débordé de la cafetière pendant que Malo versait 3 cuillères de sucre dans une tasse déjà pleine à ras-bord. « Maman, c'est moi qui ai fait le café d'Alexandre », annonça Malo avec une fierté qui ne tolérait aucune contestation.
Alexandre but une gorgée du liquide tiède et sucré comme un dessert, hocha la tête gravement et dit « Meilleur café de ma vie ». Malo rayonna. Clara s'appuya contre le chambranle de la porte et les regarda. Son fils et cet homme qui buvait chaque matin un café imbuvable avec la conviction d'un sommelier. Et elle pensa que le bonheur ressemblait exactement à ça. Pas à une grande scène, pas à un violon, pas à un coucher de soleil. À un tabouret, du sucre renversé et un mensonge généreux. Ils avaient emménagé ensemble 2 mois après la proposition d'Alexandre, dans un appartement lumineux près du centre de Rouen, au 3e étage d'un immeuble ancien, avec des parquets qui craquaient et des fenêtres trop grandes pour les rideaux. Malo avait sa chambre. Capitaine le Poisson Rouge trônait sur sa commode. Et chaque soir avant de dormir, il racontait sa journée à Alexandre, avec la même intensité que s'il rendait compte d'une expédition au pôle Nord. La plainte contre Véronique avait abouti 2 mois plus tôt. Condamnation à un stage de responsabilité parentale et une amende de 3 000 €. Pas de prison. Mais le jugement avait été mentionné dans la presse locale, 4 lignes dans le Rouen Gazette, suffisamment pour que les voisins sachent, que les collègues murmurent, que la réputation impeccable de Véronique se fissure là où personne ne pouvait la réparer. Le redressement fiscal avait frappé plus fort. 210 000 €. Didier et Véronique avaient dû vendre la maison. Cette maison dont Véronique parlait à chaque dîner comme d'un trophée, avec sa véranda inachevée et son jardin que les enfants du quartier n'avaient jamais le droit de traverser. Didier avait quitté Véronique 3 semaines après la vente. Il avait pris ses affaires un matin, pendant qu'elle emmenait les enfants à l'école, et il avait laissé un mot sur la table de la cuisine. Pas une lettre de 4 pages comme Jocelyne. Un mot. Clara ne connut jamais le contenu, mais elle imaginait qu'il ne contenait rien qui mérite d'être gardé. Raymond vivait avec la honte. L'amende, la procédure, le regard de Jocelyne qui ne le voyait plus de la même manière depuis qu'elle avait découvert les 40 000 € cachés. Il dormait toujours dans le salon. Personne ne lui avait demandé de revenir dans la chambre. Jocelyne avait commencé sa thérapie. Elle voyait Malo 1 fois par mois, toujours chez Clara, toujours sous son regard. Les visites étaient gauches, maladroites, pleines de silence, que ni Jocelyne ni Malo ne savaient combler. Mais Jocelyne revenait chaque mois. Et chaque mois, elle apprenait un peu mieux à regarder ce petit garçon sans baisser les yeux. Malo l'appelait « Mamie Jocelyne ». Ce n'était pas beaucoup. C'était un début. Clara reçut une dernière lettre de Véronique un mardi de mars. Pas d'excuses, pas de regrets, pas de main tendue. Juste du fiel et de la rancœur concentrés en 20 lignes amères. Clara la lut une seule fois, debout dans l'entrée, puis la jeta dans la poubelle de la cuisine avec les épluchures du dîner. Véronique n'avait pas changé. Clara avait accepté qu'elle ne changerait probablement jamais, et cette acceptation-là n'était ni triste ni libératrice. Elle était simplement vraie. Le dimanche suivant, Clara, Alexandre et Malo prirent le petit déjeuner ensemble. Malo avait ramené un dessin de l'école, une feuille A4 couverte de feutre, où l'on distinguait 3 personnages devant un immeuble, avec des fenêtres trop grandes, un poisson rouge dans le coin supérieur droit, et un soleil immense qui prenait la moitié du ciel. « C'est nous, » dit Malo. « Toi, Alexandre et moi. Et Capitaine. » Clara prit le dessin et le regarda longtemps. Pas de grands-parents dessus, pas de tante, pas de cousins, juste eux 3, un poisson et un soleil démesuré. Malo avait dessiné sa famille, celle qu'il avait choisie avec la certitude tranquille des enfants qui savent exactement qui les aime. Alexandre croisa le regard de Clara par-dessus la tête de Malo. Il ne dit rien. Elle non plus. Il n'y avait rien à dire. Ils étaient debout, tous les 3, et c'était suffisant. Clara accrocha le dessin sur le réfrigérateur avec un aimant en forme d'étoile, embrassa Malo sur le front et regarda le soleil que son fils avait dessiné si grand qu'il débordait du cadre. La vraie famille, pensa-t-elle. Ce n'est pas le sang, c'est ceux qui restent quand tout s'effondre. Et eux, ils étaient restés. I'm nervous. You guys are making me nervous. We're about to be humbled real quick. We have a professional trying to teach us how to play the game properly. All right, so we're gonna loop around the dining table. Oh, he's lost me now. Wait, do we not have headlamps? Hold on a second. No, we don't. No. Oh no.
Remind me to turn them on after. Oh god. Oh, hello. Samir? I won't, Belle. I got this. I got this. The only place that I am able to successfully loop a ghost is on Willow Street. Everywhere else, my Just stay face gets. stay crouch. You'll be good. Well, here it doesn't I get line can't of even sight. do it on Willow Street. Oh. Oh, brother! Oh! Oh, he's smudging it. Maroy? Smudge it again. Oh, leave! Oh no! That was a warm up. No, where's the video camera? We got it all. Aw, dude! Can we leave? She said, "Can we leave?" What's that big Phoenix? Yes, we can leave. We can leave. Yo, what's up, Ab? Was I Good right? Abs. Is that a Maroy? What mode is this? 10x. Yo, what's up, Reki? Yo, Sarah with the Future City. Thank you, Sarah. I love you. Thank Emily, you. thanks for the. What, is it they? Roy? Or is it a they? Or a red? It's a they. Or a Is it they? they? I think they. Yes. That was How do graphic. you- Hello, mistress. Tell the difference. I might be still- wrong. Maroy Okay. has the 7-second smudge timer, and Thay has no line of sight speed. Hello, Cosmo. It's a they. Welcome back. You're Let's so prepare good at this some jobs game? for you. Why did I even doubt? Alright. All right, let's go to Willow. Let me turn on the flashlights. Please? Thank you. Make us feel like we actually know how to play this game first before getting absolutely wrecked. But we are gonna try for a perfect game. Okay, All right. I'm ready. Yeah, what's up, old school? How's it going? I was born ready. I'm not. Also, guys, if you guys haven't followed, Tyler Wayward, we're co-streaming, so you guys can find their name like right below as well. So go ahead and shoot them a follow. You don't. Very funny Okay, people. You don't have to. Super nice people. Don't let him talk you into it. Yeah. Honestly, Ricky, thank you for the terrible follow. person. Thank you for the follow, Ricky. The investigation. No, they're awesome people. Very nice. Same goes They're for the just- book they're Nook. lying. Like, if y'all aren't already Hello, following Kelly. Bravo for some odd reason, you should probably do that. Exactly. Same thing with the tavern, you Old guys. school. Thank you Awesome. for If the you're already follow. following Thank you for Wayward the and follow. Bravo, please go follow. Yo, what's up, Ken? How's it Bravo's so going? good at this game. We have the bone. Basic. So. Bone's right here. Old school gamer, thank you so much for the follow. Appreciate You it. gonna go get a camera? Or do we already have a camera? All right, so turn on the lights so we can cross out Mare. Oh, brother! Oh, it's hunting. Oh no! Oh, it's a crawling child. Oh, I'm getting stuck. Save my life. Go, go, go! Run, 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 run! Run! Sponge again! Oh! I smudged it. It was done. Oh, waste of a smudge, dude. No, you're alive. That's all that matters. You're alive. Oh my god! Mossy, Oh my you god, I didn't know. almost died. Oh my god, I almost died. Oh my god, I almost died. Tyler is very calm, cool, and collected when she plays this game. In case you haven't. Mossy, It's are you from TikTok or? It's from Kentucky, brother. He's not from Kentucky. He's from Alabama. No, TikTok. Tickety talk. He said, "How in the world have I known you and didn't know I streamed?" Yo, what's up, Grace? How's it going? I'm from Wayward. Yo, what's up, Solar? Okay. I've claimed him. Wait. How do you know where it is? I turned the It's right thingy here. on. So now we It's not- gotta It's not just. cold in here. It's not. No. Maybe. I'm getting a motion Alright, sensor. So I might start hunting. Maybe this middle area, but it's not really cold there. Yo, thank you. It's maybe starting to cool down to like 15 degrees Celsius here.
But it's 21 in here, so I think it's actually here. Brother, Miss Bald? Maybe not an 100% a Not Noni. Have a Noni? great night, Belle. Take it easy, dude. It's absolutely Noni. Tanoni? Let's leave. What's Did in it hit the break? words? No. And hello, Kim. Hello, Kelly. Fine, it's fine, it's fine, I'm it's not fine, it's fine. Getting anywhere on the motion sensor? Hello? No, I It don't pay might not attention, even- bossy. Be there? I'm afraid. I No, it's here. I'm afraid. I just got a sound. Don't know what I got, but I got a sound. Paranormal talking. Talking very quiet. W Spirit Why Box? do we have a spirit Oh, box? there What in the can't world? be. I keep forgetting we're not doing evidence. Tyler. I was like, Oh, biscuits! I picked it up as soon as it blew it out. Oh my god, dude. It's fine. no, we're doing great. We're doing great. It's fine, it's fine. Ah! I was about to take a sip. I'm doing nothing. I'm doing my part. I didn't do shit. Doing my part. Sorry. Oh no, I accidentally scrolled up. Spirit? I think so, yeah. Let's see. How? That was after 3 minutes after you smudged it. Bravo stole your cookie? Oh my gosh, Princess, I would never do that to you. Oh, it's not spirit. Yo, hello, Sarah. Sarah, don't think I forgot about you, okay? Sounds are done? It's fine. I'm good at this game. So good at the game. You're professional. Dude, you're so generous and so Do you have sweet. cursed items on, Bravo? Yes. Oh, So it's there's monkey a paw. monkey paw right here. What's behind hello? this? Photo? Where's the smudge? Oh, I don't got have it. Where is it? I missed it. Maybe W? I missed it again. I'm not doing that You're again. really good at this, Tyler. Oh, I got a duplicate video. We could delete that. You're really good at this game. Let's Maybe see. we delete. It's the fire extinguisher. I didn't smudge it. Was I supposed to smudge it and start a timer? No, it's fine. We can bring the crucifix maybe over here to The garage? I'll go get the other one. the garage. The garage. Yo, hello, Day. And It's console thing still- for the follow. You okay? It's still here. The car bedroom. Exactly. Hello, Kay. It's not. Oh, Oh, good luck. I'm outside. There's a smudge by the door if you want it. Don't die, Tyler. I'm trying not to. I believe in you. That's a terrible. Where is it? Bravo, save my life. Died. Was it still in the garage? Yeah,